Je retrouve notre panel d'analystes, Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie Montpetit et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre. Bonjour. On va commencer par l'avenir de Justin Trudeau. On a vu un Justin Trudeau beaucoup plus combatif cette semaine à la Chambre des communes. Il a aussi annoncé ses deux coprésidents pour sa prochaine campagne électorale. Évidemment, il y a eu sa déclaration passionnée sur l'antisémitisme. Farouk, qu'est-ce que vous avez pensé de Justin Trudeau cette semaine? Oui, on voit Justin Trudeau avec un peu plus d'énergie. Si on recule en arrière, le début de la session était houleux. Jusqu'à date, ça va plutôt mal pour M. Trudeau. Il y a des voix qui s'élèvent qui demandent à M. Trudeau de réfléchir à son avenir, des voix même du Parti libéral même. On voit qu'il y a des candidats potentiels qui se font voir. Et donc, M. Trudeau joue dans cet environnement-là. Vous savez, aux États-Unis, il y a une expression consacrée pour les présidents de deuxième mandat, ce qu'on appelle le lame duck, le canard boiteux. Évidemment, ici, on n'a pas de limite de mandat, mais M. Trudeau est un peu c'est son troisième mandat, c'est la moitié de ce mandat-ci. Donc, il doit envoyer des signaux qu'il veut rester pour garder son rapport de force et son levier auprès de ses propres troupes et aussi auprès de la population en général. Et en nommant des coprésidents cette semaine, c'est un peu ce signal-là qu'il envoie. Ça ne veut pas dire que c'est garanti qu'il sera à la prochaine élection, mais au moins il se donne cet espace-là pour garder ce rapport de force à l'interne. Marie, on peut se demander si ça va être suffisant pour Justin Trudeau pour remonter la pente. La réponse courte, je pense que c'est non. Mais pour revenir sur la sortie de Justin Trudeau, pour appeler au calme là, suite aux différentes manifestations haineuses qu'il y a eu à travers le Canada, je veux quand même souligner que c'est une sortie qui était très pertinente. Là. On l'a vu justement un peu à son meilleur, là, très émotif. C'était une sortie qui était forte, qui était musclée, mais qui était surtout nécessaire là, quand on voit tout ce qui se passe là, depuis plusieurs jours. Mais ceci dit, Farouk le mentionne bien, là, depuis le début de la session parlementaire, ça va très mal pour les libéraux, ça cesse pas de mal aller. Là. Ils ont comme une capacité à se renouveler quotidiennement. Mais puis le leadership de M. Trudeau est très fragilisé. J'ai la même lecture que lui là-dessus. C'est très hâtif d'annoncer des coprésidents alors qu'il n'arrête pas de répéter qu'il n'ira pas en élection avant 2025. Mais je pense que c'est vraiment un message qu'il envoie. Est-ce que c'est plus largement à la population ou plus directement même à son caucus de dire écoutez, je serai là, je n'ai pas changé mes intentions, je vous mènerai à la prochaine. Je mènerai l'équipe dans la prochaine campagne électorale. Donc, c'est vraiment une façon d'envoyer ce message-là. Mais est-ce qu'il peut encore durer 2 ans? Il y a rien qui est moins sûr. Là. C'est un peu comme le supplice de la goutte, parce qu'à chaque fois qu'il essaie quelque chose, ça finit par se revirer contre lui. Là. Ouais. Sur les attaques de Pierre Poilievre maintenant, on l'a vu cette semaine, il accuse les libéraux d'avoir formé une coalition coûteuse avec les séparatistes pour diviser le pays. Marc-André, est-ce que c'est une stratégie qui est vraiment efficace, notamment au Québec, vous pensez? Bien, c'est sûr que M. Poilievre, présentement au Québec, joue sur un terrain qu'habituellement le Parti conservateur du Canada ne joue pas. Hein. Autant M. Harper que M. O'Toole, que M. Scheer, là, dans les dernières élections, jouait beaucoup sur le nationalisme québécois. Et moi, j'ai toujours pensé que pour le Parti conservateur du Canada, c'est difficile pour les conservateurs d'être plus nationalistes que le Bloc, là, qui se concentre, là, bien sûr, au Québec, sur la patinoire québécoise. Donc, M. Poilievre arrive sur un autre terrain. À partir de ce moment-là, c'est là que ça va être intéressant de voir l'ensemble des joueurs, là, comment ils vont agir par rapport à ça. Et c'est sûr que le coût de la vie est le thème numéro 1. Oui, la taxe sur le carbone ne s'applique pas au Québec. Oui, les autres là, leviers moyens là, sur l'essence propre, par exemple, vont également s'appliquer. Puis également, la taxe sur le carbone qui s'applique dans les autres provinces a une influence indirecte, bien sûr, ici au Québec, parce qu'on consomme des produits qui ont lieu là, ailleurs dans la province. Donc, clairement, le thème de l'inflation est un thème qui est porteur pour l'ensemble des Canadiens. Oui. Gilles Duceppe, je suis curieuse de vous entendre. Comment vous réagissez au fait que les conservateurs ressortent la peur des séparatistes parce que vous avez déjà joué dans le film, non? Oui, je vous dirais que ça a peut-être un effet au Canada. Au Québec, je ne le crois pas. D'ailleurs, Dimitri Soudas, qui a travaillé longtemps avec M. Harper, disait récemment que Stephen Harper avait cessé d'utiliser ce terme parce que ça lui nuisait au Québec. Alors moi, j'ai connu beaucoup de partis, les conservateurs, les progressistes conservateurs, le Reform, le NPD, les libéraux.
On avait des positions avec lesquelles on n'était pas d'accord, mais ça reposait sur des faits. Mais là, c'est la première fois que je vois un parti et un chef comme M. Poilievre répandre sciemment des mensonges. La taxe sur le carbone, elle ne s'applique pas au Québec, il y a un marché du carbone au Québec. La deuxième taxe dont il parle, c'est un règlement. Or, le Québec a son propre règlement. Troisièmement, le règlement prévu par Ottawa pour les autres provinces, sauf le Québec et la Colombie-Britannique, les mesures ne s'appliqueront qu'en 2030. Donc, c'est faux ce qu'il dit. Et quand il nous dit que M. Legault a appuyé tes autres premiers ministres, les critiques faites envers M. Trudeau lors du Conseil de la Fédération lundi dernier à Halifax, ben, M. Legault n'y était pas. Alors, je comprends pas quelqu'un qui répand des mensonges comme ça. Dans une campagne électorale, il y a peu de jours ça peut prendre. Ça peut trouver racine. Mais dire ça là, des mois avant une élection, sinon une année, je pense que finalement, ça risque de se retourner contre lui parce que les gens attendent autre chose, plus de hauteur, plus de distinction de quelqu'un qui voudrait être premier ministre et non pas quelqu'un qui se comporte élémentaire. Oui. Marie, quand même, on voit qu'il y a du mouvement dans les sondages avec les conservateurs qui mènent par 1 point au Québec quand même. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, force est de constater que Pierre Poilievre commence à être bien en selle dans l'ensemble du Canada, plus dans le reste du Canada, mais même au Québec, il est en train de prendre de l'avance. Puis les intentions de vote des libéraux n'arrêtent pas de se détériorer. Puis la stratégie du Parti libéral du Canada là-dessus, je veux dire, cet été, là, on l'a vu, là, ils ont fait un remaniement ministériel. Je pense que l'intention de Justin Trudeau, c'était de se donner un nouvel élan après avoir eu une année catastrophique avec la crise des passeports, avec l'ingérence chinoise, mais c'est un coup d'épée dans l'eau parce que finalement, leur session parlementaire, comme je disais, ils essaient plein de choses, mais là, bon, ça a été la célébration d'un soldat nazi, ça a été un conflit diplomatique avec l'Inde, là, c'est la crise des médias avec C-18 où ils ont l'air d'aller complètement dans un mur aussi, la volte-face qu'ils viennent faire qu'on mentionnait sur la taxe carbone, donc ils n'arrivent pas du tout à reprendre le dessus, puis pendant ce temps-là, Pierre Poilievre continue de faire des gains. Donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à l'heure actuelle. Tu sais, oui, bon, il y a le Bloc pour le Québec, mais pour le reste du Canada, ça reste quand même soit Justin Trudeau, soit Pierre Poilievre. Donc, je pense que les gens demeurent attentifs. Mais comme je disais, Justin Trudeau essaie des choses, puis ça se revire contre lui. Donc, plus il essaie, pire c'est, là. Oui. Gilles Duceppe, comment vous réagissez à ce sondage qui place les conservateurs en avance au Québec? Je pense que c'est pas Main Street. Or, Main Street, quand on regarde ces sondages et les résultats par la suite, commet erreur par-dessus erreur au Québec. Son échantillonnage est beaucoup trop gros à Montréal et à Québec et pas suffisamment chez les francophones. Il faut plutôt se fier au sondage léger. Léger, chez les francophones, le dernier sondage donnait, et les chiffres sont sortis uniquement pour l'ensemble, donnait 30, 29, 22, je crois. Mais chez les francophones, c'est 37 pour le Bloc, 24 pour les libéraux, 20 pour les conservateurs. Chez les 55 ans et plus, c'est 40 pour le Bloc. Ça, c'est plus crédible que Main Street. Main Street a fait des erreurs aux dernières élections énormes. Alors, je pense qu'il faut regarder ce que Léger, qui est beaucoup plus solide dans ces sondages au Québec que ne l'est Main Street. Ouais. Ça a aucun rapport. Cela dit, on entre donc dans une pause parlementaire qui marque le dernier droit avant le congé des fêtes. Alors, j'aimerais qu'on fasse le bilan de cette session jusqu'à maintenant. On le sait, la politique étrangère a pris beaucoup de place. Farouk, quel bilan vous faites de cette session jusqu'à maintenant de façon générale? Ben, du point de vue du gouvernement, c'est un peu raté. Là, tout le monde a un peu parlé des ratés depuis le début de la session. Il y a une obsession chez la population canadienne en ce moment, c'est le coût de la vie et l'inflation. C'est ça qui affecte les gens. Les mesures qui ont été proposées par le gouvernement ne semblent pas suffisantes et créent de la division. L'autre enjeu qui est plus récent, c'est évidemment un enjeu de politique internationale qui va avoir un effet, on parle du conflit au Proche-Orient, qui va avoir un effet manifeste en politique domestique. Et on le voit avec la déclaration de M. Trudeau hier passionnée, il voit que ça crée de la division. Donc, c'est deux éléments qui créent beaucoup de division. Et c'est le bilan que j'en fais jusqu'à date de la session. Oui. Marc-André, ça semble avoir été quand même une bonne session pour les conservateurs. Quel bilan vous faites de la session de Pierre Poilievre?
Non, c'est clair, Esther, que les conservateurs, on a vu une remontée là, dans les sondages. Là, ça fait peut-être près de plus d'une quarantaine de sondages que les conservateurs sont premiers, peu importe la maison de sondage là, au niveau pan-canadien. On a vu durant l'été que les conservateurs ont pris vraiment une avance et M. Poilievre a réussi depuis le congrès là, de son parti à Québec de se maintenir. Et ça, pour M. Poilievre, c'est ça qui est important, de ne pas faire d'erreur, de ne pas avoir de gaffe, de ne pas avoir de députés derrière-banc qui font des déclarations malheureuses ou un projet de loi sur des sujets épineux qui peuvent là, hanter les conservateurs. Donc, juste de maintenir la barque, de ne pas faire d'erreur, de rester, de focaliser sur les enjeux, sur son narratif. Présentement, le discours de M. Poilievre fonctionne avec ce que les gens vivent sur le terrain. Et les gens sur le terrain, à regarder les sondages, on peut voir qu'ils sentent là, que M. Poilievre répond à leurs besoins et que M. Poilievre également est capable de sentir un peu leur détresse, leur malheur présentement face au coût de la vie, face à la crise du logement. Et tant aussi longtemps que M. Poilievre aura le discours qui va coller avec la population, ça va lui permettre de se maintenir là, devant M. Trudeau dans les sondages. Oui, et ça va être son défi à Pierre Poilievre. Ça fait le tour des sujets que j'avais pour vous aujourd'hui. Farouk, Marc-André, Marie et Gilles Duceppe, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.